Merci, très heureux d'être ici et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Le titre que je vous propose dans cette conférence conclusive que je n'ai pas préparée devant vous, donc elle est conclusive mais pas sur ce que j'aurais entendu aujourd'hui, mais enfin vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments qui sont repris. Donc j'ai décidé de focaliser la présentation, conférence conclusive, ça a bien un mot peut-être, sur le rôle de l'université dans l'innovation et dans le développement territorial, et pour que le discours ne soit pas trop théorique, mais j'aurai quelques aspects théoriques quand même, parce que je crois qu'il faut penser l'innovation. L'UTC a organisé dans le cadre de son 40e anniversaire la semaine dernière un congrès, un colloque à Paris, à la Sorbonne, qui s'appelle « Innover l'innovation ». Si on a mené cette réflexion, sur laquelle je reprendrai un certain nombre de points, c'est qu'on considère aujourd'hui que le mot innovation est partout, que c'est peut-être un concept galvaudé ou un mouvement transformant, probablement les deux. D'ailleurs, si vous allez sur Google et vous frappez innovation, vous aurez, si je me souviens bien, 115 millions de pages en réponse. Si vous frappez le mot invention, qui n'est pas la même chose évidemment, vous aurez 37 millions de pages, donc nettement moins. Et si vous frappez le mot formation ou éducation, je ne sais plus, formation, vous aurez 130 millions de pages. C'est-à-dire, innovation, c'est à peine moins que le mot formation. Donc on peut se poser la question, effectivement. Et ma directrice de la communication me disait, il y a 7 ans, quand elle est arrivée à l'UTC, ce mot était très très peu, ils étaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors, donc discours pas trop théorique, en prenant l'exemple d'une initiative que nous menons depuis 2 ans en Picardie. Et je voulais réagir à ce que quelqu'un a dit, je crois tout à l'heure, M. Pelletier, qui a dit qu'il est plus facile de construire des écosystèmes d'innovation dans une région un petit peu sinistrée, je parle de la Picardie, hein, pas de Poitou-Charentes, où il y a beaucoup moins d'acteurs. C'est tout à fait et totalement vrai. Moi qui ai été directeur de l'INSA de Lyon, à Lyon, en Rhône-Alpes, pendant 10 ans, je peux vous dire que je n'ai jamais réussi à monter un tel projet, alors que j'ai réussi pratiquement 1 an en Picardie. Parce qu'il y a moins d'acteurs, parce que les difficultés de la région sont bien prises en compte par les collectivités, tous bords confondus, puisque moi, et c'est une spécificité de la Picardie, j'ai une présidence de région qui est à gauche, comme la plupart, mais j'ai un sénateur-maire, président de l'agglomération de la région de Compiègne, Philippe Marie, qui est à droite. Ben, ces deux composantes savent parfaitement s'entendre sur des problématiques d'innovation et de développement territorial. Alors, la question par rapport à l'université, on doit se la poser sous la forme suivante. Les universités traditionnelles ont 2 missions fondamentales qu'elles essaient d'assumer au mieux, dans des conditions de plus en plus difficiles d'ailleurs aujourd'hui, qui est la mission de produire des connaissances, des savoirs et des choses nouvelles, des inventions, qu'on appelle des inventions, au travers de leur mission recherche. Deuxième mission assumée, évidemment, et très importante de manière intégrée, c'est de transmettre ces connaissances, ces savoirs et des compétences associées au travers de notre mission formation. Et si vous posez la question, est-ce que vous assumez la 3e mission, telle qu'elle est mentionnée ici, de la mission de transformer ces connaissances et ces savoirs produits en innovation de tous ordres? Si vous posez la question sous cette forme-là, toutes les universités vous répondront oui, ont la volonté de le faire, considèrent que c'est leur responsabilité, que c'est une responsabilité sociétale, que c'est un rôle territorial qu'elles doivent jouer, qu'on peut en attendre éventuellement des retombées, y compris sonnantes et trébuchantes. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'au-delà de cette volonté de toutes les universités d'assumer cette 3e mission, le terrain n'est pas toujours très favorable. L'histoire des universités n'est pas toujours la même. En ce qui concerne la mienne, celle que je dirige depuis 2 ans, l'Université de technologie de Compiègne, je dirais que c'est un peu plus facile parce qu'elle assume la technologie et que dès l'origine, lorsque nous avons été créés il y a 40 ans, il y a eu cette volonté des fondateurs, Guy Deviennous notamment, de donner ce rôle, cette 3e mission à l'université. Mais je vais quand même vous montrer, ce sera à la fin, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, je crois qu'il faut mettre en regard de cette question-là quels sont les nouveaux enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, qu'il s'agisse des universités, des territoires ou des entreprises. Je ne vais pas paraphraser ce qui est ici, mais voilà, si vous voulez, des enjeux auxquels les territoires... Alors, je prends l'exemple, vous voyez, dans les premiers exemples de Lyon, parce que je viens de Lyon, les territoires sont tous confrontés à des problèmes de marque. Alors, Lyon a réussi, Colomb, avec cette marque Only Lyon, là, qui marche bien. On est tous confrontés également à la mise en place et de plus en plus
dans les pôles de compétitivité, dans les opérations campus, dans les communautés d'université, à inventer des nouveaux modes de gouvernance qui ne sont pas si simples entre des milieux académiques, des milieux économiques et des territoires. Et puis, il y a la vraie question, c'était un peu ma question de la formation tout à l'heure, nous considérons, et je crois que l'université a un rôle majeur à jouer, que le développement de potentiel créatif de jeunes ingénieurs, masters, enfin, toutes disciplines confondues, qui sont plus en posture de créativité et d'innovation, c'est un enjeu fondamental qui pourra changer les choses progressivement, parce que là, on agit sur la culture. Il y a également les enjeux d'être en capacité, et les universités pluridisciplinaires peuvent mieux le faire que les universités monodisciplinaires, à répondre à des enjeux transversaux qui s'appellent l'énergie, qui s'appellent les transports, qui nécessitent des mobilisations pluridisciplinaires pour la prise en compte de ces problématiques, par exemple les transports. Bon, voilà quelques enjeux qui sont généraux, qui concernent nos territoires, les universités, les entreprises et les territoires. Et puis, il y a des défis plus spécifiquement qui sont ceux des universités. Alors moi, je mets université avec un grand I, hein. Moi, je suis à la fois université et grande école. Hein. Je suis dans un modèle dual. Quand j'étais directeur d'INSA Lyon, j'étais vraiment une école d'ingénieurs. Là, on a un modèle dual, avec d'ailleurs une taille qui traduit cette dualité. Nous sommes une grosse école d'ingénieurs, puisqu'on a à peu près 5000 étudiants, alors que la taille moyenne d'une école d'ingénieurs, c'est 400. Mais nous sommes une petite université, parce que je crois que la taille moyenne d'une université, c'est plutôt 20-25 000. Vous avez ici 5 points qui nous paraissent... j'ai encore pas vu un président d'université qui dit qu'il n'y a pas ces enjeux-là, qui nous paraissent aujourd'hui, et pas il y a 20 ans, des enjeux essentiels pour nous. C'est la question d'attractivité. Dans un paysage mondialisé, dans une concurrence mondialisée, cette attractivité d'étudiants, de professeurs invités, de postdocs, de pointures internationales. Et de manière très étroitement liée à des problèmes de concurrence, on a des universités étrangères qui viennent s'installer chez nous. Moi qui suis né à Metz, il y a Georgia Tech, université des États-Unis, qui a créé une antenne. Donc il y a ce problème de concurrence. Il y a également, on exige de plus en plus, la société, que les universités assument une responsabilité et sociale et sociétale, responsabilité sociale d'ouverture à la diversité, d'accueillir des publics divers, des publics handicapés, des publics en situation de difficulté. Il y a la problématique de l'égalité homme-femme qu'on peut mettre également dans cette rubrique-là d'étudiants étrangers. Et donc une responsabilité aussi sociétale de l'université d'apporter des solutions aux grands défis de notre société que tout le monde connaît bien. Il y a de plus en plus la question, l'enjeu du rôle de l'université ou des universités dans le développement économique d'un territoire et dans son attractivité. Et puis, il y a, je crois qu'il ne faut pas le mettre, c'est pas la peine que j'argumente à ce niveau-là, mais ce que j'appelle le paradigme numérique qui est en train de révolutionner totalement notre monde et qui on vient y à faire face. Et le paradigme numérique, ça ne se réduit pas qu'à mettre en place des cours qu'on appelle des TIS, des technologies de l'information et de la communication, ou des MOOC, aujourd'hui, des Massive Open Online Courses. C'est pas réductible à ça, c'est une révolution numérique beaucoup plus importante que cette seule problématique que je viens de décliner. Alors, ça a été dit, je crois, à plusieurs reprises, on est confronté quand même, si on veut s'intéresser au processus d'innovation, on est quand même confronté à mettre en regard des milieux qui ont à la fois des finalités et des constantes de temps différentes. Les milieux économiques, qui ont des finalités de production et des constantes de temps en général beaucoup plus rapides, ça a été dit, et puis le milieu académique, qui a une finalité, production de connaissances, que j'ai rappelé dans les 2 missions fondamentales, et qui travaille sur des constantes de temps beaucoup plus longues. Les constantes de temps de production de savoir et de connaissances, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup moins de court-termisme, comme le terme a été utilisé ce matin. Et dans ces écosystèmes d'innovation où il s'agit de réaliser des espaces partenariaux véritablement université, entreprise, territoire, dans le cadre d'une co-construction, et non pas d'un pilotage par un pilote, mais d'un copilotage, eh bien on est confronté, c'est une première difficulté, à mettre en regard finalement des finalités différentes, des milieux de finalités différentes et de constantes de temps différentes. C'est-à-dire être en capacité de désynchroniser ces temps et ces finalités. Ça, c'est un enjeu extrême. Quand notre président passé
M. Sarkozy était venu à Compiègne lancer le PIVER, l'Institut d'excellence en énergie décarbonée dans la chimie végétale. Je lui avais posé cette question: quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour finalement mettre l'ensemble des publics en meilleure capacité de résoudre ces problèmes? Je n'avais pas véritablement eu de réponse, parce que la réponse, elle est certainement très, très difficile. Et vous voyez donc, ce sont des logiques complémentaires. À gauche, l'émergence d'idées, avec des temps beaucoup plus longs, des temps du savoir, des enjeux de l'intelligibilité et de la compréhension, et puis l'émergence des projets, où là on a des acteurs avec des temps du marché et des enjeux de développement. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle nous avons à faire face quand on s'intéresse à la mise en place d'écosystèmes et à des objectifs de production d'innovation. Alors, pour être un peu concret, je rebouclerai sur des aspects plus généraux à la fin. Je vais prendre l'exemple en Picardie d'un projet que j'ai jamais réussi à mener en Rhône-Alpes, à Lyon, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui concerne la construction, je reviens, à l'échelle de la Picardie, d'un écosystème. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, la Picardie est une des 22 régions françaises. Alors on disait tout à l'heure la 19e, la 20e, nous ça doit être pareil, hein. Sauf, j'ai vu 17, 16, ça dépend les critères, mais enfin c'est dans ces eaux-là. Donc nous ne sommes pas une région très favorisée. L'illettrisme, je pense qu'on a également, comme vous, un certain nombre de handicaps. Par contre, on a des pôles de compétitivité, on en a deux mondiaux, on a IAR, Industrie Agro-Ressources, dans le domaine de la chimie du végétal, transformation du végétal, du tournesol en produits formulés, en produits pharmaceutiques, en produits alimentaires. Et si on est très bien positionné dans ce champ-là, la Picardie est verte. Mais pourquoi est-elle verte? C'est parce qu'il pleut souvent, hein. C'est une des raisons, hein, il faut le savoir. Je m'en suis rendu compte depuis que j'ai quitté Lyon. Et on en a un autre dans le domaine des transports, qui est plus centré sur le Nord-Pas-de-Calais, industrie e-trans, dans le domaine des transports ferroviaires. Alors, notre projet, pour vous montrer comment nous nous positionnons et comment on prend le problème dans le cadre, je répète, non pas d'un pilotage par l'UTC, mais d'un copilotage en Picardie, notre projet c'est celui-là, c'est le mien, j'ai été élu sur la base de ce projet. Comment faire évoluer l'université, alors non pas technologique, on n'est pas une université technologique, mais deux technologies qui revendiquent la technologie comme objet d'étude, comme objet de formation, comme objet de recherche, comme objet d'action. Voilà notre projet décliné en quelques lignes. Et vous voyez qu'on se positionne très clairement donc, vers une évolution dans une dimension internationale, en revendiquant la technologie, mais aussi en s'appuyant, ce qui peut être une originalité en Europe, sur innovation et créativité. Et je lis les deux termes, et la créativité est véritablement liée également, comme je suis intervenu tout à l'heure, à la fonction formation. C'est-à-dire comment nous positionner dans cet enjeu-là en mettant en place un espace partenarial université, entreprise, territoire. Et ce n'est pas forcément une université. Notre projet, en Picardie, il y a deux universités, l'autre est un mien, Picardie-Julière, il y a des écoles d'ingénieurs, donc c'est une université au sens le plus large. Alors, je précise aussi ici les mots. Quand je dis université européenne, ce n'est pas une dimension limitée à l'Europe, c'est simplement une volonté de revendiquer un ancrage à la fois géographique et culturel. On ne veut pas se développer sur un modèle asiatique, ni un modèle anglo-saxon, mais sur un modèle européen qu'on revendique. On veut se positionner, comme je l'ai dit, avec une vision moderne, fondée sur innovation et créativité, et on se positionne très clairement en termes de dimension partenariale, comme voulant jouer un rôle à l'échelle de notre territoire pour accompagner son développement économique, mais pas qu'économique, culturel, social, etc. Et quand je dis ça, c'est pas si simple que ça. Et notamment avec la nouvelle loi du 22 juillet, dite Furaso, où peut-être on va nous contraindre de choisir sa communauté d'universités et d'établissements, c'est-à-dire de faire un choix totalement contraint dans une région, alors que moi, je suis également membre du PRES, Pôle de recherche et d'enseignement supérieur, Sorbonne Université en Île-de-France. Je m'y sens très bien et j'ai pas envie, j'ai déjà dit à ma ministre, j'ai pas envie d'avoir demain à faire le choix entre être membre du PRES Sorbonne Université à Paris, avec Paris 6, Paris 4, l'INSEAD, le Muséum d'Histoire Naturelle, et d'abandonner ma communauté en Picardie. Je veux pouvoir jouer la carte des deux. Voilà encore une difficulté qui se profile lorsque la volonté politique est de dire il nous faut 30 grands pôles en France qui sont des pôles régionaux avec un contrat avec l'État. Je fais part de difficultés au fur et à mesure de mon intervention. Alors, je disais que c'est culturel. Effectivement, l'UTC, c'est pour ça que je l'ai choisi après l'INSA,
L'UTC, depuis 40 ans, il y a véritablement une culture de l'innovation. Vous avez ici un slogan qui existe depuis longtemps, hein, donnant un sens à l'innovation. Donc c'est facilitateur quand vous avez déjà cette culture à l'origine, plus que quand vous y mettez un jour ou l'autre. Alors, quelques éléments sur l'écosystème que nous construisons, qui marche, mais qui se développe, qui est encore en co-construction. Quelques caractéristiques, il y a 3 idées forces dans cet écosystème en Picardie, qui n'est pas la même chose que l'écosystème à Lausanne. Je fais un peu de benchmarking derrière, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où là l'écosystème c'est le campus de Lausanne. Mais il y a 3 idées forces. Cette idée-là que vous avez ici, approche globale et coordonnée et décloisonnée, qui revendique, disons, tous les types d'innovation, et pas uniquement l'innovation technologique qui part des labos, comme on dit, dans leurs étagères, pour arriver vers les marchés, mais également les innovations d'autres types dont on dit qu'elles représentent plus de 50%, organisationnelles, de marketing par les usages sociaux, qui représentent plus de 50%. Notre responsabilité d'une université n'a pas à nous contenir uniquement dans l'université, dans l'innovation technologique. Alors, j'insisterai après sur ces 4 pétales. Là, pourquoi ces 4 pétales? Alors, deuxième idée force, c'est de favoriser. Et là, on va voir, c'est là aussi tout l'aspect créativité et formation, comment favoriser l'émergence de nouvelles idées. Quels sont les outils, quelles sont les animations, comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'émergence de nouvelles idées, vraiment de nouvelles idées qui jaillissent et qui ensuite sont accompagnées vers les marchés par un jeu de mise en relation avec des entreprises qui amènent ces choses nouvelles, qui les transforment en innovation vers les marchés, qui trouvent des clients et qui trouvent des marchés, qui font du business, et comme disait Eric Ossona à cette place tout à l'heure. Donc, comme je le disais, en nous intéressant également aux innovations non technologiques. Alors, troisième dimension de cet écosystème, il se veut avoir un ancrage territorial très fort. Hein. On est amené à faire des choix, pratiquement. Une région comme la Picardie ne peut pas être active dans tous les domaines. Donc, quels sont les domaines dans lesquels on se positionne? J'essaierai de montrer des éléments de réponse. Comment est-ce qu'on fait pour identifier des champs qui sont ceux sur lesquels on va véritablement mettre l'action? Alors, quand on dit écosystème local d'innovation et de créativité, le local revendique un ancrage territorial, mais certainement pas une ambition. L'innovation, la circulation des idées, surtout face au paradigme numérique, se fait aujourd'hui dans le monde entier. Donc il n'y a pas de frontière à la Picardie là, qui serait un blocage des idées. Donc un ancrage territorial, une volonté territoriale, une co-construction territoriale entre universités, entreprises, territoires, mais certainement dans une ambition, une circulation des idées à l'échelle internationale. Alors, les objectifs et les démarches de cette démarche, et livrables, comme on dit, alors ce sont des choses évidentes qui apparaissent dans les premières lignes, mais j'insiste sur celles qui apparaissent en bleu, qui nous paraissent essentielles aussi dans ce mécanisme, la formation à l'innovation et à l'entrepreneuriat et à la créativité. Moi qui suis ingénieur de formation, si vous regardez un peu l'histoire, les écoles, et c'est pas une critique envers les écoles d'ingénieurs évidemment, moi qui suis membre de la conférence des grandes écoles, les premières grandes écoles au XVIIIe siècle ont été créées pour former des ingénieurs et des scientifiques de haut niveau capables de faire des ponts, des mines, des chaussées, des militaires aptes à la balistique, qu'on appelle l'école des ponts, l'école des mines, l'école polytechnique. Donc l'objectif n'était pas de faire des gens innovants, mais de faire des gens de haut niveau capables de faire tout ce que j'ai dit. Alors évidemment, aujourd'hui, les problèmes sont toujours là, il faut savoir faire des centrales nucléaires, les faire fonctionner, les contrôler, mais l'innovation, c'est une autre posture intellectuelle, être capable de voir des choses et de dire comment on va les amener vers les marchés. C'est pas exactement la même posture, donc on a là une révolution, nous, formateurs et même éducateurs à ce niveau-là, à se poser la question de comment on forme des êtres plus créatifs et plus en posture d'innovation. Et quand on dit ça, on se pose la question, existe-t-il des compétences à l'innovation? Si oui, comment développe-t-on ces compétences à l'innovation dans nos processus de formation? Et il est clair, c'est un enjeu très difficile, ça ne s'enseigne pas sous forme de cours magistral comme un cours de thermodynamique sur le premier, le deuxième ou le troisième principe. Un corollaire également, c'est de savoir comment, dans cet écosystème, renforcer l'attractivité territoriale. Comment faire venir des antennes d'organismes de recherche. Comment faire venir, voire des antennes d'organismes étrangers. Je citais tout à l'heure Georgia Tech à Metz, qui est ma ville de naissance.
Comment favoriser l'implantation d'entreprises? Ça doit résulter d'un travail partagé entre les trois partenaires que j'ai dit. Et on a des réussites en Picardie, là, en jouant sur la proximité de Charles de Gaulle, enfin de l'aéroport, de l'aéroport Charles de Gaulle, en jouant sur l'existence de l'université de technologie à Compiègne, et en jouant sur une volonté territoriale forte, on a réussi à favoriser, en jouant sur ces trois aspects, l'implantation du centre de recherche de Bostik dans l'école et les adhésifs, qui est une filiale de Total, l'implantation d'Inergie, qui est une filiale de Plastic Omnium, en jouant sur cette interaction pour favoriser cette attractivité. Alors, la dimension formation, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement vous montrer que chez nous, là, on a pas mal, parce que ça fait partie du projet depuis le départ, on a pas mal de modules, de projets, de mineurs, de majeurs, dans le domaine de l'innovation pour former nos étudiants, nos élèves ingénieurs et nos élèves de master. Alors, je voudrais sur cette plaque insister, parce que le mot n'a pas été encore prononcé, la nécessité, pour favoriser les processus d'innovation, d'avoir trois concepts bien intégrés. Alors, évidemment, d'une part, le concept de création. Comment, où, avec qui, selon quels outils, créer des idées nouvelles, faire germer, jaillir ces idées nouvelles. Deuxièmement, c'est évidemment l'innovation. Comment exploiter efficacement ces idées nouvelles, et là aussi dans des doubles logiques, soit de market pool, soit de technologie touche, pour couvrir tous les modules d'innovation. Mais ce qui fait le lien entre les deux, la création, c'est évidemment, et c'est très très important, c'est le design. C'est le design. Donc, je crois que ce mot n'a pas été encore cité, mais il faut impérativement, dans ces mécanismes d'innovation, solliciter, mobiliser des spécialistes du design qui font vraiment, alors je dis toujours, qui rendent sexy, quoi, quelque chose, une innovation, qui la rendent sexy, qui la rendent consommable, même si les gens du design n'aiment pas quand je dis ça comme ça. Alors, je reviens sur notre projet tel qu'il est. Il nécessite réellement, donc 3 concepts intégrés, je viens de montrer, et 4 dimensions, 4 volets intégrés. Et c'est le PFL de Lausanne, dont je parlais tout à l'heure, n'a pas cette même obligation, parce que leur écosystème, c'est le campus de Lausanne. C'est le campus de Lausanne avec le Learning Center, avec le Rolex Center, avec les quartiers scientifiques dans lesquels ils ont mis des entreprises et des labos de recherche dans la chimie, la biologie, etc. etc. C'est 200 hectares. Nous, on n'a pas la même problématique. Et ça a été dit ce matin à plusieurs reprises, on ne peut pas avoir un modèle unique, 2 modèles d'écosystème d'innovation, il faut qu'ils s'ancrent sur les spécificités du territoire, en voilà une, et voir sur son histoire. Alors, évidemment, un volet formation-recherche, ça paraît évident. Un volet industriel, ça paraît évident également, mais également 2 autres volets. Alors, le volet urbain et territoire, il résulte, puisqu'on parle d'écosystème, c'est-à-dire de nœuds d'acteurs, de nœuds d'entités qui sont dans un territoire donné, comment est-ce qu'on les met en relation, ces nœuds? C'est ça, un véritable écosystème. Et ça passe effectivement par un aménagement territorial. Et là, les collectivités ont évidemment un rôle essentiel à jouer. Moi, je suis à Compiègne. Il y a un centre de transfert à Méholt, au nord du département, qui s'appelle Industrie Lab. Comment je mets en réseau ces 2 trucs-là? Comment je fais un aménagement urbain pour le faire? Et le 4e volet, c'est le volet social et culturel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La culture, l'activité culturelle, et l'engagement d'artistes, par exemple, dans ces processus d'innovation, c'est un processus très favorable. Parce que les artistes ont un schéma mental différent du mien, qui est fait qui suis formaté, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Moi, j'ai fait classe préparatoire aux grandes écoles, plus 3 ans de grande école. Si on ne met que des gens comme moi autour de la table, on n'est pas dans un processus très favorable à l'émergence d'idées. Par contre, si on mélange des cultures, et y compris des cultures d'artistes, qui ont plutôt l'hémisphère droit, on me dit que c'est un peu réducteur ce que je dis, mais ça fait rien, qui est plutôt l'hémisphère droit qui fonctionne, celui de l'émotion, de la sociabilité, de l'approche plus globale, dont on dit qu'il est plus porté par les femmes d'ailleurs, au passage, c'est beaucoup plus propice à l'innovation. Donc le volet culturel, par le jeu de mise en relation avec des artistes, avec des gens de la culture, avec des entités de la culture, c'est un facteur favorable à l'innovation.
Et le volet culturel et social, deuxième intérêt, c'est qu'il évite les mécanismes d'exclusion. Moi qui ai participé il y a un an au sommet mondial de l'innovation de Montréal, qui développe un quartier de l'innovation à Montréal, qui est plus grand que Compiègne, et qui participe demain au sommet mondial, le 3e à Liège, on voit tous les risques d'exclusion dans ces quartiers d'innovation, qui sont des quartiers où il y en a qui en font, qui produisent, et les autres qui en sont exclus. Et les penseurs de l'innovation au monde, là, que j'ai rencontré la semaine dernière dans le colloque Innover l'innovation, disent même qu'il y a des risques d'exclusion totale entre une couche supérieure de la population, qui sont ceux qui font, qui sont dedans, qui produisent, et les autres qui ne sont que les utilisateurs. Donc les risques d'exclusion existent, et la dimension du volet social et culturel est une dimension, alors non pas qui permet de gommer totalement, mais de minimiser ces risques d'exclusion par l'innovation. Alors, la complexité, j'avais enlevé cette plaque et puis je l'ai rajoutée quand j'ai entendu le débat de tout à l'heure, le millefeuille, tout ce qui a été dit. Effectivement, quand on regarde en Picardie, alors vous allez jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et puis jusqu'à Presles-Sorbonne Université, dont je suis membre à Paris, quand vous regardez l'ensemble des acteurs, et il n'y a pas tout le monde, effectivement, ça fait du monde. Il y a des pôles de compétitivité, il y a les organismes de recherche, le CETIM en mécanique, l'INERIS, maîtrise des risques, les universités, l'agence régionale de l'innovation et une multitude de structures qui fait qu'on a affaire à un système très complexe. Et la question, comment est-ce qu'on met en réseau optimal ces acteurs et ces entités? L'avantage d'une telle approche est déjà de faire apparaître, lorsqu'on le regarde comme ça, de faire apparaître des grands champs dans lesquels on pourrait agir. Alors quand on regarde ça, on voit, je l'ai déjà dit, agrochimie, chimie durable, chimie verte, c'est un champ dans lequel on se positionne. Quand on regarde plus au nord, toute la problématique des transports ferroviaires et de l'énergie, et pas que ferroviaire en termes de transport, c'est une autre thématique. Quand on voit la présence de l'INERIS, on se dit que transversalement, il y a aussi des possibilités d'approche de la maîtrise des risques et des systèmes industriels, etc. Donc on voit ainsi, par cette cartographie, apparaître déjà des grands domaines dans lesquels il y a à la fois des compétences universitaires et des compétences industrielles. Et c'est quand il y a ces deux types de compétences qu'on peut essayer de faire émerger un grand domaine qui sera le champ de l'innovation. C'est un peu la manière dont on prend le problème. Alors, je reviens à l'aménagement urbain pour prendre un exemple très concret. Compiègne, l'UTC a 2 sites au centre-ville, Benjamin Franklin, là il y a les étudiants, les professeurs, et puis à 2,8 km le long de l'Oise, là vous avez mon bureau. Mais il y a les chercheurs, les centres de recherche, de transfert. Jusqu'à présent, on considérait que cette dualité de sites était un problème, parce que les étudiants étaient là, les chercheurs étaient là-bas, etc., etc. On a tendance à considérer maintenant, en regardant le rôle de l'UTC dans la ville et l'implantation de l'UTC dans la ville, que ça peut devenir un atout à condition de travailler sur l'aménagement urbain, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'exemple que je citais du rôle de l'aménagement urbain, je vous le décris ici en termes de sites de l'UTC, mais ça va se décliner également sur d'autres dimensions de cet écosystème. Là, de l'autre côté de l'Oise, vous avez le parc technologique des Rives de l'Oise. Aujourd'hui, pour y aller en voiture, il y a 3 km. L'idée, et les collectivités vont le faire, c'est de mettre une passerelle qui va rapprocher le parc technologique des Rives de l'Oise avec 80 entreprises du centre de recherche de l'UTC par quelque chose qui va faire 300 à 400 mètres. C'est ça aussi l'aménagement urbain. Alors, quelles sont les conditions du succès? Et là, on va voir toute la difficulté. Alors, les conditions du succès à la fois de mise en place d'un écosystème, mais aussi de répondre aux enjeux que j'ai présentés tout à l'heure, auxquels sont confrontées toutes les universités. Nécessairement une approche multidimensionnelle. Et le multidimensionnel se régit déjà par des dimensions spatiales. Donc un ancrage territorial, mais dans une approche mondiale de circulation des idées. Nécessité d'une approche pluriculturelle pour faire jaillir des idées qui associent, disons, pas que des scientifiques, mais aussi des philosophes, des sociologues. Et c'est là qu'on voit bien le rôle des sciences humaines et sociales qui ne doivent pas apporter au système le supplément d'âme nécessaire pour favoriser l'acceptabilité sociale,
parce que sinon on arrive à des problèmes comme à Grenoble, que j'ai bien connu, où Grenoble a créé les micros avec Jean Terme et le CEA, l'Institut Giant des micros et nanotechnologies, un des centres européens, sans se préoccuper de la réaction de la population. Quand tout va bien, et le jour où on commence à y avoir des aspects médiatiques qui montrent que les nanoparticules peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, c'est à ce moment-là que les populations manifestent. Si vous êtes déjà arrivé en train, vous verrez des pancartes à bas les nanotechnologies à Grenoble, et c'est là qu'on met les SHS dans le coup. Eh bien non, aujourd'hui, la problématique consiste à mettre en interaction les sciences dites dures et les sciences dites molles, ou les sciences inhumaines et les sciences humaines et sociales, en interaction dès le début de tout projet. Donc ça, c'est la dimension pluridisciplinaire, et on voit très très bien, quand on regarde un peu les innovations, qu'elles prennent souvent naissance aux frontières des disciplines, et pas uniquement dans une discipline. Et ce que disait le président Blanchard tout à l'heure, cette notion de silo, de monodiscipline, et c'est pas parce qu'on a une université pluridisciplinaire, comme la sienne ou la mienne, que forcément on a un fonctionnement pluridisciplinaire si on a affaire à des chapelles internes, et quand je dis si, le si est probablement de trop, même si les choses progressent. Donc plusieurs disciplines, mais en interaction, de telle manière à favoriser les approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires, mais je le redirai dans ma conclusion, surtout transdisciplinaires à ce niveau-là. Et puis la dimension partenariale, ça j'ai déjà beaucoup insisté, de mettre en action et des milieux académiques, économiques, des collectivités et les citoyens qui ne peuvent être exclus pour un certain nombre de raisons de toute cette approche. Alors, évidemment, je reviens à la définition des grands domaines qui doivent s'appuyer sur une analyse des forces industrielles et aussi sur les PIA, sur les investissements d'avenir. Il se trouve que la Picardie a eu pas mal de succès, rapporté au nombre d'habitants, au nombre de chercheurs, dans les investissements d'avenir. J'ai déjà cité l'IED Pivert, dans la chimie végétale, l'IRT Rhélénium, l'ABEX dans le système de système. Donc on appuie évidemment notre démarche sur... C'est pour ça qu'on essaie de manager dans le millefeuille, pas de supprimer le millefeuille. On ne va pas supprimer l'IED, et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui a été rajouté dans les 5 dernières années, tout ça, ça n'existe pas. l'IED n'existait pas, l'IRT n'existait pas, les LABEX n'existaient pas, les Equipex n'existaient pas, les SAT n'existaient pas, les IDEFI dans le domaine de la formation n'existaient pas. Tout ceci n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Il y a des avantages. Il y a l'IDEX dans lequel je suis, là, Sorbonne Université, on a 900 millions de capital. Ça crée des liens, on a 30 millions de rapports de placement par an qu'on distribue dans des projets conjoints, ça crée des liens, on ne crache pas dessus, mais il faut qu'on soit en capacité, donc, non pas de contrôler la complexité, mais d'évoluer dans la complexité, de manager dans la complexité et pas de contrôler la complexité. La complexité, elle est, et il faut la conserver. Alors, le rôle de la formation, je l'ai déjà dit, donc je passe plus rapidement. Un slash sur cette interaction art, culture, technologie qui nous paraît essentielle. Vous avez vu ce volet social, culturel. Donc cette interaction art et technologie, c'est un moteur de l'innovation. Et nous, dans notre approche, on a effectivement des liens très très forts avec des artistes, comme je l'ai dit, et avec des acteurs de l'innovation, ceux de Compiègne, le Théâtre Impérial, l'espace Jean Legendre, parce qu'à cette interface-là, et surtout avec les arts numériques, le paradigme numérique, dans le domaine des arts numériques, il y a des innovations extraordinaires. Moi, j'ai des étudiants qui ont construit des sociétés sur cette base-là. Alors, j'accélère, donc je vais pas... Voilà les objectifs de cette interaction art-culture technologie. Vous voyez apparaître le mot sérendipité ici, c'est-à-dire on ne programme pas totalement l'innovation. L'innovation peut être une propriété émergente du système complexe. Ceux qui sont des spécialistes des systèmes émergents, à la Morin, à la Edgar Morin, savent bien qu'il y a des propriétés émergentes qu'on ne contrôle pas. Et donc, il faut qu'on soit en capacité, évidemment, de faire face à cette sérendipité, c'est-à-dire d'apparition fortuite d'idées nouvelles qui n'étaient pas du tout prévues dans le cahier des charges de départ. Alors, bon, voilà des exemples. Dans le domaine de la réalité virtuelle, des arts numériques, il y a énormément d'innovations qui prennent naissance. Et vous voyez là, je travaille étroitement
entre le directeur du Théâtre Impérial et moi-même. On a énormément de coopération et d'actions communes qui sont génératrices d'innovation. Alors, je termine en montrant comment on travaille sur cet écosystème avec la région Picardie, avec l'agglomération de la région de Compiègne, des collectivités qui ne sont pas du même bord, mais qui s'entendent comme la roue en foire pour développer un tel projet, parce qu'ils ont compris que c'est l'avenir de la Picardie. Et je ne dis pas que l'UTC est l'avenir de la Picardie, je dis qu'une co-construction entre université, entreprise, territoire, une co-construction peut conduire effectivement à rendre un territoire plus attractif, plus créatif, plus innovant. Alors, vous retrouvez ici les 4 volets de tout à l'heure, et on travaille depuis 2 ans sur un certain nombre de chantiers. Quels sont les nouveaux lieux d'innovation? Comment créer de nouveaux lieux d'innovation qui favorisent l'émergence d'idées nouvelles? Comment animer des communautés d'innovation? Comment animer des communautés, c'est facile à dire, réunir des philosophes, des scientifiques, des sociologues, des artistes, des médecins, etc. Comment on anime ces communautés pour les faire produire des innovations? Comment on favorise la créativité et les processus d'idéation? Là, on est plus dans la dimension formation. Et comment, enfin, on effectue le maillage urbain et avec le territoire? C'est les dimensions sur lesquelles nous travaillons depuis 2 ans, 200 personnes en Picardie, industriels, entreprises, territoires, milieu de la culture, qui sont mobilisés là-dessus. Je n'entre pas dans le détail de tous les sous-projets. On a défini 6 actions prioritaires, vous les voyez passer, je les commande pas, pour montrer simplement qu'il faut agir sur des champs totalement différents, dans l'objectif d'avoir un écosystème performant, efficace, et puis je dirais même, comme a dit ce matin Rick Ursula, efficient. Alors, ça veut dire qu'on a besoin, et c'est ce qu'on est en train de faire, de mettre en œuvre un réseau. Alors, il y a la plateforme collaborative. Évidemment, quand on fait tout ça avec des acteurs, on a besoin d'une plateforme collaborative où on va trouver les dates de réunion, les documents, les comptes rendus. Mais il faut aller, tout ça on l'a, il faut aller au-delà de la plateforme collaborative, il faut aller au-delà, au travers d'un véritable réseau social. Le réseau social de partenaires, alors un réseau semi-fermé ou semi-ouvert, hein, c'est pas sur Facebook, tout le monde peut y aller. Là, c'est un réseau social où il y a quand même un droit d'entrée. Et pour y entrer, il faut dire qu'on est intéressé, qu'on apporte quelque chose. Donc un réseau social, on définit ce projet actuellement avec ses objectifs. Alors on l'a appelé City Innovation, CIA, parce que on veut faire l'intelligence veut créer une intelligence collective. Alors voilà, en gros aujourd'hui, donc 200 personnes au total, et vous voyez, c'est relativement bien équilibré entre entreprises, territoires, milieu de la culture, associations, avec quand même un peu une majorité d'enseignement supérieur et de recherche. Pour éviter l'aspect que j'ai abordé tout à l'heure, les mécanismes d'exclusion, il faut passer d'une logique de quartier innovant qui possède ces risques d'exclusion, comme on le voit actuellement à Montréal, à la logique de territoire créatif. D'où l'intérêt d'avoir vraiment une intégration forte entre ces 4 dimensions, et y compris le volet social et culturel, qui met également en action et en acteur les citoyens. Alors voilà les champs, si vous voulez, nous, qu'on a identifiés horizontalement, qui sont les champs sur lesquels on va probablement se focaliser. Il n'y a pas de surprise. La chimie verte, la chimie durable, la question des systèmes de transport, ce sont les compétences de la région où il y a à la fois des systèmes industriels. Alors vous ne voyez pas la mécanique, alors que la filière mécanique en Picardie, elle est très importante, mais elle est un peu transversale, et notamment évidemment dans les systèmes de transport. Santé, ingénierie pour la santé aussi, et puis toutes les problématiques de ville durable, d'environnement, de ville durable, qui sont les problématiques que la région Picarde a définies pour sa stratégie S3, Smart Specialization Strategy, hein, qui a été envoyée il y a quelques mois, qui a été construit. Donc on a co-construit ces axes stratégiques pour le futur, dans lesquels on va jouer sur le CPE vert, etc., etc. Alors, on a une pièce maîtresse, alors on la féminise un peu, je ne sais pas pourquoi, mais on l'appelle comme ça, une pièce maîtresse qui est le centre d'innovation. Je disais qu'on a besoin de lieux qui vont permettre de faire jaillir des innovations.
Alors, il n'y en a pas qu'un, mais nous, on en a un. C'est le centre d'innovation, qui est une pièce maîtresse. Alors, le voilà en vue de synthèse, c'est 6000 m², que je vais décrire un peu rapidement, sachant qu'il nous est livré le mois prochain, et il va nous coûter, alors il a été payé, là, quand on s'agit de couper des rubans, on a eu 13 millions sans problème, de l'Arc, de l'Europe, de la Picardie. Maintenant, il va nous coûter 200 000 € pour le faire fonctionner. Donc, quand je disais tout à l'heure, assumer la volonté d'innovation avec des retombées, entre guillemets, vous voyez que là, les retombées, j'en attends au moins 200 000 €, parce que mon budget ne va pas me permettre de rajouter 200 000 € à mon déficit, qui est déjà celui d'aujourd'hui, pour vous montrer un peu les difficultés qu'on rencontre. Alors, le voilà en vrai, donc il est livré le mois prochain. Et c'est quoi ce lieu? C'est ça. C'est un lieu qui vise vraiment à favoriser l'émergence d'idées nouvelles, qui va ensuite être conduite, pour certaines, pas toutes évidemment, vers l'innovation, vers les marchés, par un jeu de mise en relation avec des entreprises. Alors c'est un lieu ouvert, mais avec ouvert, alors, la complexité c'est ça aussi, ouvert tout en ayant des garanties de confidentialité évidemment, favorisant les rencontres improbables, réunissant des compétences et des disciplines différentes pour stimuler la créativité, pour matérialiser des idées, pour développer des projets. C'est ça le lieu. Alors vous allez retrouver, je ne rentre pas trop dans le détail, 6000 m², il y aura là-dedans un pôle entrepreneuriat, il y aura la notion de garage que tout le monde connaît, hein, Steve Jobs, il y aura des ateliers de créativité, il y aura des outils, des logiciels de simulation, des outils de prototypage, Fab Lab, etc., etc. On a eu 200 000 € pour un Fab Lab de la part de Sorbonne Université, donc vous voyez, je suis bien de Sorbonne Université, etc., etc. Donc c'est à la fois des lieux d'expérimentation, de prototypage, des possibilités de showroom, des ateliers de créativité, mais l'idée c'est ça. Il faut qu'ils sortent de ce truc-là des idées nouvelles. Et quels sont les pourvoyeurs d'idées nouvelles? Ben, ce sont évidemment tout type de public, des artistes. Mes étudiants, c'est formidable. Les étudiants, ils sont des pourvoyeurs d'idées qui ont des idées qui les amènent ensuite vers les marchés. C'est absolument incroyable. Bon, voilà, je ne rentre pas trop dans le détail. Voilà les surfaces qui sont affectées. Et voilà un peu les différents pôles dont je vous laisse lire, les espaces, les activités principales qui vont être réalisées dans ce centre d'innovation. Donc vous voyez que là, il y a les formations à l'entrepreneuriat qui vont être prises en compte. J'ai des labos qui s'implantent là avec des plateformes technologiques, mais pas pour étendre leur logo. J'ai 3 labos qui vont s'implanter là, mais pour qu'ils participent à l'innovation. Et moi je leur ai dit, je vous donne ces locaux, à condition que vous me signiez un papier que vous allez participer à l'innovation. Ce n'est pas des locaux avec des barbelés pour augmenter votre capacité, votre surface d'accueil. C'est ça le deal. Alors, les étudiants, j'insiste au travers de cette plaque, sont vraiment très fortement mobilisés au travers d'un certain nombre d'outils, tels que le concours de projets innovants avec une labellisation, avec des moyens qui les amènent ensuite vers Oseo, etc., etc. Et puis des expérimentations étudiantes telles que les 24 heures de l'innovation qui sont dans une dimension internationale assez connue. Donc moi j'en ai une centaine là, qui participent pendant 24 heures par équipe de 6 à promouvoir des innovations. Voilà. Ça passe aussi par la formation, et une formation c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cours de thermodynamique. Alors on a 6000 m², on a déjà une maquette de 500 m² qui existe depuis quelques années, c'est-à-dire on s'est déjà fait un peu la main, voilà des vues. Et puis quelques exemples de ce qu'on a déjà fait pour vous montrer que les problématiques, les idées qui peuvent émerger sont assez improbables dans certains cas, aux interfaces des disciplines dans la plupart des cas. Voilà un exemple, une table, pardon. Excusez-moi, je me trompe souvent, mais je ne fais jamais exprès. Et je n'aime pas la table tatin. Une table tatin interactive qui a donné lieu à la création d'une entreprise. C'est parti des étudiants, on les a accompagnés. D'autres exemples, des exemples culturels de découverte par des outils numériques de la culture, des prototypages de carotide. Vous voyez, des sujets très diversifiés,
souvent aux interfaces de disciplines. Vous voyez, prototypage, on est carotide, on est dans le domaine de la mécanique, de la santé, souvent aux interfaces des disciplines. Avec le CHU d'Amiens, où il y a des gens assez bons dans le domaine de la santé, la question de la conformation de mâchoires. Et puis, par exemple, un exemple, la vallée de la Brenne, où il y avait une multitude d'entreprises, de TPE, TPI, qui opéraient dans le domaine du flaconnage, de parfum pour les dames et les hommes, de flaconnage. Et ces TPE étaient en voie de disparition. Elles étaient toutes petites, elles ne pouvaient pas faire face à la concurrence. Alors je ne dis pas que Zorro est arrivé, mais il y a eu une action menée par les collectivités dans laquelle on a joué un rôle pour essayer de les mettre en cluster, de les clusteriser, mettre en réseau, de les mettre le pied à l'étrier, de l'innovation et de les accompagner. Alors vous avez ici les fameux flacons et les partenaires, et aujourd'hui, bon, voilà un peu des choses que nous avons faites, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, elles ont grossi, certaines ont fusionné, et on a un dispositif dans la vallée de la Brenne beaucoup plus innovant aujourd'hui, capable de faire face à la concurrence internationale, que l'était individuellement chaque boîte de 3 à 4 personnes. Alors, élément de benchmark, j'ai pratiquement fini, élément de benchmark, je n'ai pas le temps de commenter, on a fait évidemment du benchmark, qui nous montre que finalement chaque cas, je l'ai déjà dit, est un cas d'espèce. On ne peut pas caler, on ne peut pas calquer quelque chose qui existe aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, par exemple, l'écosystème d'innovation, c'est un grand industriel, Philips, autour duquel tout s'est agrégé. Moi, je n'ai pas de Philips, je n'ai pas de grands industriels. À Lausanne, c'est autre chose. C'est le campus de Lausanne qui a réussi, par une volonté politique forte des présidents successifs, à créer des quartiers en chimie, en bio, en matériaux, en informatique, en STIC, qui regroupent des entreprises et des labos de recherche. Donc chaque cas est un cas d'espèce, et quand on regarde, je le décline, quand on regarde un peu tout ce qui se fait, alors souvent d'ailleurs, ce qui se fait dans ces grandes villes, c'est souvent de grosses opérations immobilières. Et le handicap qu'on a dans des grosses opérations immobilières, à Barcelone, que vous n'avez pas là, c'est que finalement le projet, on perd le sens de la vision du projet, parce que tout devient centré sur l'opération immobilière. Alors moi j'ai que 6000 m² de création immobilière, donc je suis obligé nous sommes obligés en Picardie de nous battre et de plus réfléchir sur le sens de tout ça, parce que les opérations immobilières, c'est pas ça qui nous intéresse. Bon. Alors, voilà Lausanne. Je conclus par quelques... J'avais dit que, bon, on passerait après l'étude de cas à quelques considérations générales, dont certaines sont venues de ce fameux colloque de la semaine dernière, Innover l'innovation. Voilà, quelques conclusions générales et quelques difficultés qu'on va aborder. La question de l'innovation, c'est une question globale et complexe, qui n'est pas réductible à la somme de l'invention technique, de la technologie, de l'industrie. C'est véritablement une propriété, comme je l'ai dit à plusieurs fois, émergente, et vous retrouvez ici le principe de sérendipité. On ne peut pas prévoir souvent ce qui va émerger d'un système complexe. Il faut combattre un certain nombre d'idées toutes faites. Que par exemple, l'innovation n'est pas technologique, ça je l'ai déjà dit, et son intensité, celle de la recherche, se mesure au nombre de brevets et au pourcentage de R&D dans le PIB, mais pas l'innovation. Pas l'innovation, l'innovation, l'intensité de l'innovation ne se mesure pas par le nombre de brevets et par le pourcentage, donc le fric qu'on met dans le dispositif. Les politiques publiques qui s'intéressent à l'innovation doivent engager des choses beaucoup plus diverses que la simple recherche, qui est, comme je l'ai dit, totalement corrélée à l'innovation technologique, mais uniquement là, mais doivent engager l'éducation, la formation, les apprentissages et des nouveaux cadres institutionnels et juridiques. Et la question a été posée, comment on injecte de nouveaux cadres, comment on simplifie le système, le millefeuille, etc. etc. La complexité, comme je l'ai plus ou moins dit aussi, il ne faut pas vouloir la mutiler ou la faire disparaître, il faut vivre avec, il faut évoluer dans la complexité. Et donc les approches qui sont uniquement des approches, comme on dit, pluridisciplinaires, interdisciplinaires, sont aujourd'hui insuffisantes, mais il faut vraiment mettre en place et favoriser des approches transdisciplinaires, où chaque discipline va se trouver transformée dans ce mécanisme,
par cette mise en relation avec d'autres. Une transdiscipline, c'est quelque chose qui émerge de nouveau, une nouvelle discipline de la mise en contact de disciplines. Intimité et intégration des SHS, des sciences humaines et sociales et des sciences dures, ça on l'a déjà dit. Donc vous trouvez ici pas mal de choses qui ont déjà été dites, donc en ce sens ça peut être conclusif. Autres éléments qui sont plus liés au paradigme numérique qui se développe aujourd'hui, c'est que l'interactivité humaine avec l'existence des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives, des encyclopédies contributives, etc. Et les interactions complexes des cerveaux humains dans cette génération du numérique génère, en réseau, génère un nouveau mode économique et d'une nouvelle forme de richesse. Et donc la notion traditionnelle linéaire client-fournisseur, là, elle est largement dépassée. Et on parle d'ailleurs d'utilisateurs avec des boucles de retour circulaires, comme disait ce matin Eric Orsona, sur l'utilisateur, qui n'est pas forcément un client de demain, qui ne le deviendra peut-être pas, ou dans certains cas, peut-être. Alors, ça aussi, ça a été dit par des questions ce matin. Il faut qu'on dépasse, et c'est pas si simple que ça, le cadre totalement quantitatif et codifié de la rentabilité, de la financiarisation, c'est le mot qui a été utilisé, parce que dans tous ces dispositifs pour qu'ils marchent, il faut mettre en jeu des processus de coopération, de confiance, de gestion du risque, d'intelligence de la complexité, de motivation et de compétences, qui sont des immatériels, mais qui là, dans ces systèmes-là, sont des immatériels stratégiques. Et évidemment, si les gens viennent, et ça a été dit à plusieurs reprises, dans ces processus en disant moi je défends mon bazar, mon système, je me méfie de l'autre, ça ne peut pas marcher. Alors ça, c'est une difficulté. Ça, c'est une grande difficulté, effectivement, dans le fonctionnement. Et puis, il y a des difficultés et des freins. En tant qu'universitaire, l'évaluation des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des labos et des universités par des agences d'évaluation qui se transforment, l'AERS, l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, n'est pas adaptée à l'évaluation de gens ou de labos ou d'entités qui s'engagent dans des approches de l'innovation. Moi qui ai été au CNU, au Comité national de la recherche scientifique, on sait très très bien que ce qu'on compte dans l'activité d'un chercheur, c'est son nombre de productions scientifiques, de communications dans des revues à comité de lecture de rang A, évidemment international, ou dans des communications, mais ceux qui ne sont pas les producteurs de ces connaissances, mais qui sont les transformateurs de ces connaissances, c'est-à-dire qui ne produisent pas ces connaissances, mais qui les prennent, qui les transforment et qui les amènent vers les marchés, ils ont une utilité tout aussi importante, et ça, dans l'évaluation, c'est absolument pas pris en compte. Moi, j'ai connu le Comité national de la recherche scientifique, où le brevet d'un candidat entrait dans une colonne remarque dans la 15e ligne. Alors, évidemment, ça évolue, mais le processus d'évaluation n'est pas aujourd'hui adapté ni à ceux qui se lancent dans des opérations transversales. Parce qu'il y a une organisation monodisciplinaire, et chacun, dans les mécanismes d'évaluation, évalue le chercheur en termes de spécialiste de matériaux, ou de chimie, ou de biochimie. Les gens comme moi je suis un spécialiste de génie chimique, du génie des procédés, on a souvent été considérés, mais aujourd'hui je m'en fous, comme des plombiers, des chimistes. Ceux qui font de la chimie, c'est les plombiers, c'est ceux qui font la gamelle. Les gens qui se sont lancés dans le génie bio, biochemical engineering, pareil. Les biologistes, les biochimistes purs et durs, les considéraient comme des plombiers, des inaptes, etc., etc. Donc ça, c'est une difficulté qui évolue, qui va dans le bon sens. J'ai parlé aussi d'exclusion et d'inégalité dans l'accès au savoir, donc d'où le rôle du volet social et culturel. J'ai également parlé des interactions entre les milieux de finalité et de constantes de temps différentes. Tout ça, ce sont des difficultés. Alors, finalement, et ça, Florence se rappelle de ce truc-là, on a appris à Ajaccio, là, on était en vacances, non, on était au réseau Curie, qui avait organisé à Ajaccio son colloque sur l'innovation. On a appris que quand on se lançait là-dedans, il y avait une logique des 4 P. Hein. Partage, évidemment, on voit bien. Persévérance, c'est pas facile. Quand il y a de la passion, ça va mieux, quoi. Ça permet de partager, d'être persévérant. Et en plus, si on est capable de rajouter du plaisir, alors là, c'est merveilleux. Merci beaucoup.